Je veux vous parler de la nuit où j'ai failli mourir sur une table d'opération alors que l'homme que j'aimais était à 3000 miles de là en train de rire autour d'un gâteau avec une autre femme. Je m'appelle Ellen Marsh et pendant 7 ans, j'ai cru qu'aimer suffisamment quelqu'un finirait par être remboursé. J'avais tort et cela m'a presque coûté la vie d'apprendre cette leçon. C'est l'histoire de la façon dont j'ai perdu tout ce que je pensais avoir et comment le perdre était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Il y a 7 ans, j'ai rencontré Damien Cole dans un sous-sol exigu et qui fuyait, où nous essayions tous les deux de construire quelque chose à partir de rien. Il avait une idée et pas d'argent. J'avais un ensemble de plans de cours dessinés à la main et une croyance obstinée en lui. Nous vivions de café noir et de nouilles instantanées et lorsque le chauffage s'est cassé un hiver, je me suis assis près d'une fenêtre à courant d'air avec des gants sans doigts pour dessiner des plans de programme jusqu'à ce que mes jointures se fissurent et saignent sur le papier. Je ne me suis jamais plainte une seule fois. Je pensais que c'était à ça que ressemblait l'amour. Sacrifice sans attente donné gratuitement parce que vous croyiez en la personne avec qui vous construisiez une vie. Au moment où j'étais enceinte de 34 semaines de triplé, Damien était le PDG d'un empire de l'éducation que ses anciens plans de cours, mes plans de cours, avaient aidé à construire. Il voyageait constamment, concluait des affaires, se serrait la main, devenait un homme admiré par des millions de personnes. J'étais la plupart du temps seule, les chevilles enflées et tout, gérant seule les visites prénatales à haut risque pendant qu'il s'occupait, selon ses mots, de choses plus importantes à l'étranger. La nuit où tout a changé a commencé par un SMS. Il a dit que son vol avait été retardé de 2 jours et qu'il avait viré 50 000 $ sur mon compte. Pas une seule question sur ce que je ressentais. Pas un mot sur les résultats effrayants des tests de contrôle de ce matin-là, où le médecin m'avait averti que mon col de l'utérus se raccourcissait et qu'il y avait un réel risque d'hémorragie. J'ai commencé à taper la vérité que j'avais peur que quelque chose ne se passe pas bien. Ensuite, je l'ai supprimé lettre par lettre et j'ai répondu avec un seul mot. D'accord. C'était le modèle de notre mariage. J'ai absorbé la peur pour qu'il ne soit pas incommodé par cela. Quelques minutes plus tard, une notification a illuminé mon écran. Une histoire Instagram de Vanessa Pierce, une femme que Damien a appelée sa meilleure partenaire internationale. C'était une photo d'un gâteau de velours rouge avec une bougie en forme de numéro 28 et à côté, la main d'un homme tenant le couteau. J'ai reconnu cette main instantanément. La légère cicatrice de brûlure sur le poignet était due à un accident dans notre ancienne cuisine du sous-sol des années plus tôt, lorsque je me suis brûlée en lui préparant de la soupe. C'était la main de Damien coupant le gâteau d'anniversaire d'une autre femme. La douleur m'a frappée quelques secondes plus tard. Une profonde agonie déchirante au bas de mon abdomen, suivie d'une ruée de liquide chaud trempant à travers mes vêtements. Mon os s'était rompu 5 semaines plus tôt avec des triplés à l'intérieur de moi. Je ne me souviens pas beaucoup du trajet en ambulance. Seuls les plafonniers clignotaient et une infirmière criait pour sa famille. À l'hôpital, le chirurgien m'a dit clairement que j'avais une complication dangereuse appelée placenta praevia, que je pouvais faire une hémorragie à tout moment et que quelqu'un devait signer le consentement chirurgical immédiatement. Mon mari était à l'étranger. Je leur ai dit que je signerais pour moi-même. Ils m'ont dit que si les choses tournaient mal sur la table, s'ils devaient retirer mon utérus pour me sauver la vie, une décision comme celle-là nécessitait légalement une deuxième signature. Alors j'ai appelé Damien. Il a sonné et sonné, puis s'est déconnecté. J'ai encore appelé. Rien. De l'autre côté de l'océan. Dans une salle privée étincelante d'un restaurant étoilé Michelin à Londres, Marcus, l'assistant de Damien, a franchi la porte avec un téléphone à la main, interrompant le toast que Damien donnait en l'honneur de Vanessa. Marcus lui a dit clairement que mon os était cassé, que l'accouchement était critique et que l'hôpital avait besoin de son autorisation immédiatement. Vanessa, un couteau à gâteau toujours à la main, a rappelé à Damien que les investisseurs arrivaient d'une minute à l'autre et que la fusion à laquelle ils avaient travaillé pendant 6 mois était en jeu. Damien regarda le téléphone. Il regarda Vanessa. Puis il a dit à Marcus que l'hôpital utilise les normes de soins les plus élevées,
lui a dit d'envoyer un avocat pour rédiger un formulaire de procuration d'urgence et est retourné à son dîner. 17 appels manqués sont restés sans réponse sur son téléphone cette nuit-là. Pas un n'est revenu, même pas un texto. Sur la table d'opération, ma tension artérielle s'effondrait. Je me souviens du chirurgien qui criait mon nom, me disant de rester éveillée, de penser à mes bébés. Dans ce dernier moment flou avant que l'anesthésie ne me tire complètement sous, je n'ai pas pensé à Damien à la fête. J'ai pensé à ce qui arriverait à mes 3 enfants si je ne me réveillais pas. Ma belle-mère serait trop vieille pour les élever. Damien ne savait que jeter de l'argent sur les problèmes. J'ai réalisé avec une clarté presque paisible que je ne pouvais pas mourir pour un homme qui ne répondrait même pas à son téléphone. Quelque chose en moi, une vieille corde qui avait maintenu notre mariage ensemble, s'est simplement cassée. Je me suis réveillée en soins intensifs 2 jours plus tard, après avoir perdu plus de 2,5 litres de sang. Les infirmières m'ont dit qu'elles ne pouvaient presque pas me sauver. Mes 3 bébés étaient stables dans des incubateurs au bout du couloir. Lorsque j'ai été transférée dans une chambre privée, elle était remplie d'arrangements floraux importés que Damien avait ordonné à son assistante d'envoyer, coûteux et totalement creux. Son seul message, envoyé quelques heures après ma mort imminente, me remerciait d'avoir enduré des moments difficiles et me disait qu'il avait engagé un spécialiste pour choisir les noms des bébés. Il n'y avait toujours aucune explication pour le silence, aucune excuse, rien que des arrangements et de l'argent, la même monnaie qu'il utilisait toujours à la place des cadeaux. Je me suis libérée contre avis médical 3 jours après une intervention chirurgicale majeure. Chaque mouvement déchirait mon incision, mais mon esprit ne s'était jamais senti plus clair. J'ai emballé mes affaires dans un sac en toile, j'ai appelé ma vieille amie d'université Victoria, l'une des avocates en droit matrimonial les plus pointues de l'État, et j'ai déménagé moi-même et mes nouveau-nés dans un établissement privé sous mon propre nom, payé avec de l'argent du compte de conseil en éducation que Damien ne savait même pas que j'avais encore. Quand Damien a finalement atterri et a trouvé nos placards vides, il m'a appelé, essayant toujours de ressembler à l'autorité calme qu'il avait toujours été. Je lui ai dit que je connaissais l'appartement qu'il avait acheté pour Vanessa. Je lui ai dit que l'ordonnance de gel des avoirs du tribunal toucherait ses comptes d'entreprise d'ici le matin. Puis j'ai raccroché. Ce qui a suivi a été le démêlage de tout ce que Damien pensait posséder. J'avais passé des mois à rassembler tranquillement des preuves, des copies en filigrane du programme original que j'ai conçu 7 ans plus tôt. Des centaines de milliers de dollars ont été versés sur les comptes personnels de Vanessa. Et la preuve d'un trust offshore qu'il a ouvert lors de ma première grossesse. La même semaine, j'ai fait une fausse couche seule dans une salle d'opération alors qu'il finalisait ce transfert à l'étranger. En médiation, j'ai tout exposé morceau par morceau, en regardant la couleur s'écouler de son visage alors qu'il réalisait que je savais tout depuis des années et que je ne disais rien, j'attendais simplement et construis ma propre fondation en silence. Le coup final est venu d'un vieux détail qu'il avait complètement oublié. 3 mois avant même que son entreprise ne soit constituée, j'avais enregistré les droits d'auteur de l'ensemble du système de programme sous mon propre nom, avec une clause stipulant que la licence gratuite expirait au moment où la procédure de divorce commençait. Sans ce programme, toute la plateforme en ligne de son entreprise s'est effondrée. Sa mère, qui l'adorait autrefois aveuglément, a fouillé une vieille boîte de rangement et a trouvé mes plans de cours originaux dessinés à la main, tachés de mon propre sang de cet hiver glacial des années plus tôt. Elle lui lisait mes entrées de journal privé les unes après les autres, documentant des années d'appels manqués, de visites solitaires à l'hôpital et d'une fausse couche dont il ne connaissait même pas toute la vérité. Son propre assistant a démissionné sur le champ et est venu travailler pour moi à la place. 1 an plus tard, Damien a signé ses propres documents de faillite avec une empreinte tachée d'encre. Ses costumes autrefois taillés pendaient lâchement sur une monture qui avait perdu toute sa confiance d'antan. Pendant ce temps, je me tenais sur une scène lors d'un sommet international sur l'éducation dans un simple costume blanc.
disant à une foule d'investisseurs et d'éducateurs que lorsque nous traitons la camaraderie comme quelque chose à payer au lieu de gagner, nous perdons le droit de l'appeler amour. Mon entreprise, construite à partir de ces cahiers tachés de sang, avait pris plus de la moitié du marché qu'il dirigeait autrefois. Quand il m'a approché par la suite avec un dossier de ce qu'il a appelé une compensation, je n'ai même pas eu besoin de l'ouvrir. Je savais déjà que tous les actifs à l'intérieur s'étaient déjà effondrés ou avaient été saisis des mois plus tôt. Je lui ai dit clairement qu'il n'avait plus rien à me donner et plus le droit de demander. Je suis partie cette nuit-là sans regarder en arrière. Mes enfants m'attendaient dans la voiture, riant de quelque chose de petit et d'ordinaire, le genre de moment pour lequel Damien ne s'est jamais présenté. Il était assis seul sur le sol de marbre froid de ce couloir, et pour la première fois de sa vie, personne ne venait le voir. Certaines personnes ne comprennent ce qu'elles avaient qu'une fois debout dans une salle d'audience, une salle de réunion ou un couloir, refusant de se retourner une dernière fois. Si cette histoire vous a ému, appuyez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez-nous pour d'autres histoires réelles de trahison, de force et le moment où tout change enfin. Vous ne voudrez pas manquer ce que nous partagerons ensuite.